Le débat avec le son et sans les images pour le générique, c'est le retour. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est avec Roselyne Febvre à nos côtés, spécialiste politique à France 24. Guy Geoffroy, vous êtes porte-parole de François Fillon, député Les Républicains de Seine-et-Marne. Frédéric Lefebvre, vous soutenez-vous Alain Juppé, vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger. Votre circonscription couvre l'Amérique du Nord. Et également avec nous, Patrick Martin-Génier, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes spécialiste de politique publique et européenne. Patrick Martin-Génier, on a aujourd'hui une configuration qui est évidemment rebattue après cette surprise de dimanche dernier. C'est 44% pour François Fillon. On évoquait à l'instant les bonnes performances de François Fillon qui lui ont sans doute permis de prendre son envol auprès d'une partie de l'opinion à droite. Est-ce qu'au contraire, on ne peut pas reprocher à Alain Juppé finalement une forme de timidité d'avoir géré son avance et de ne pas s'être suffisamment démarqué jusqu'à présent? Je pense qu'effectivement, ça a été une erreur de stratégie, parce que M. Juppé est quelqu'un de qualité, comme M. Fillon d'ailleurs, mais il a surestimé sa capacité à pouvoir rassembler au début. Je dirais qu'il y a, sous la Ve République, quelque chose qui est très important. Il y a un premier tour et un second tour. Et au premier tour, il faut rassembler ses électeurs plutôt que de rassembler au second tour. On peut, parce que dans les grandes démocraties, il faut essayer de faire du consensus, de faire venir à soi des voix du centre. Et effectivement, je crois qu'Alain Juppé s'est présenté d'emblée comme un candidat du second tour en disant « j'ai avec moi M. Bayrou, dont on ne sait plus toujours ce qu'il pense exactement, j'ai avec moi les centristes, et donc je suis un candidat du consensus ». Or, et M. Fillon, je crois, l'a bien compris, il y a une tendance aujourd'hui droitiste de l'électorat, d'ailleurs il n'y a pas qu'en France, on le voit en Hongrie, on le voit en Pologne, on le voit dans cette montée de ce nationalisme d'État, de ces voix populistes, et une capacité des partis politiques à rassembler. Je crois que M. Fillon l'a bien compris en rassemblant cet électorat, non pas pour mordre sur l'électorat du Front National, mais pour bien faire valoir qu'il avait compris le sens du message des électeurs. Et c'est en ce sens, à mon avis, qu'on peut expliquer son succès. C'est assez gramscien d'ailleurs, c'est-à-dire que je parlais de bataille idéologique tout à l'heure, c'est qu'on gagne la bataille des idées avant de gagner la bataille électorale. Alors ne parlons pas trop vite, mais en tout cas, l'enseignement du premier tour, c'est qu'il y a quand même un basculement avec des nuances, me semble-t-il. D'abord, il y a des exemples dans le monde entier. Dans ma circonscription, le Canada a envoyé M. Trudeau, qui est l'exemple inverse de ce que vous venez de dire. Comme il y a eu M. Trump aux États-Unis. Il y a eu M. Trump aux États-Unis. Ça aussi, c'est le contre-exemple. Oui, mais bien sûr. Non, c'est pas le contre-exemple. M. Trump va dans le sens de ce que vous disiez. Dans le sens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Et ensuite, on peut mobiliser une majorité d'électeurs de droite aujourd'hui en France en leur faisant peur avec le libéralisme ultra, d'une certaine manière. C'est un argument. Non, mais c'est pas le sujet. Le conservatisme sur les valeurs familiales. Mais je pense que Alain Juppé n'est absolument pas dans la logique de faire peur à qui que ce soit. Il veut simplement, et d'ailleurs je pense que le débat va permettre aux deux hommes, qui sont tous les deux des hommes d'État, je le rappelle, qui ont gouverné l'un et l'autre ensemble, qui ont d'ailleurs appartenu chacun au gouvernement de l'autre. Ça va leur permettre de dire leurs différences. Ça fait partie des différences. Il y a des vraies différences aujourd'hui sur, on l'a dit, sur le programme économique. On pourrait parler de la politique étrangère. Il y a de vraies différences aussi sur la politique étrangère. On a du côté de François Fillon, et il le dit d'ailleurs de manière très claire et très précise depuis des années, la volonté de créer un axe fort avec la Russie, alors que, évidemment, Alain Juppé, lui, veut continuer de discuter avec nos amis russes, mais est beaucoup plus dans une logique d'axe européen. Donc on voit bien que ce sont d'ailleurs, ce sont des courants qui s'affrontent depuis très longtemps. Mais sauf que le débat aujourd'hui, on a l'impression qu'il porte exclusivement autour des positions de François Fillon, comme on a pu avoir le sentiment avant le premier tour que c'était les propositions de Nicolas Sarkozy qui mais justement, je pense que dans l'analyse que vous faites tous depuis tout à l'heure, vous avez oublié juste une chose, un détail sur le premier tour. C'est que et notamment dans l'analyse que vous faisiez tout à l'heure en expliquant il faut faire campagne pour son camp, ils ont oublié. Non, il y a d'abord une première chose, c'est que les yeux étaient braqués sur Nicolas Sarkozy en grande partie et qu'une grande partie de l'élection s'est faite
Sur le rejet de Sarkozy. Sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Et c'est celui-là que personne n'avait anticipé. Et, quand même, si. Enfin, pas à ce point. Le tout sauf Sarkozy. Non. Le tout sauf Sarkozy, vous savez, je l'ai vécu à des époques où ça l'a pas empêché de brillamment gagner des élections. Donc justement, vous aviez vécu l'époque du tout avec Sarkozy. Et vous l'avez quitté. Non, mais c'était tout sauf Sarkozy à l'époque du côté de la presse. Et c'est pas pour autant. 2007. C'est pas pour autant que les Français ne votaient pas pour Nicolas Sarkozy. Là, cette fois-ci, c'était très clair pour ma part. Je l'ai vu pendant toute cette campagne. Il y avait cette volonté, y compris quand moi-même j'étais candidat à la primaire. J'ai vu à quel point nos compatriotes étaient dans cette logique de rejet. Et ça a évidemment pesé sur les votes, puisque personne n'avait imaginé qu'il serait aussi bas au soir du premier tour. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité. Il faut bien mesurer, souvenez-vous de la primaire à gauche, 500 000 électeurs qui avaient voté au premier tour n'avaient pas voté ensuite au second tour, et 1 million d'électeurs qui, eux, n'avaient pas voté au premier tour étaient venus voter au deuxième. Ça n'avait pas du tout changé la tendance du premier tour. Donc je considère, moi, que vous seriez prudents les uns et les autres de ne pas annoncer, comme vous l'aviez tous annoncé, pour Alain Juppé, qui serait le grand vainqueur du premier tour, avant de dire que le grand vainqueur du deuxième tour, c'est François Fillon. Attendez le débat. Attendez de voir la confrontation des idées et attendons de voir ce que vont décider les électeurs. Guy Geoffroy, je vais vous laisser répondre. Il y a quand même des zones d'ombre à éclaircir dans le programme de François Fillon, puisque un certain nombre de gens le découvrent aujourd'hui à la lumière, évidemment, de sa première place et de loin au premier tour de cette primaire. Ce déficit budgétaire qu'on laisse filer d'une certaine manière à un peu plus de 4,5% du PIB en 2017. Autant dire qu'on s'éloigne quand même de beaucoup des contraintes européennes. Et puis cet objectif très ambitieux de réduction du nombre de fonctionnaires, 500 000. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller bien au-delà de ce qu'on appelle la fameuse règle du 1 sur 2 et qu'on ne remplacera finalement aucun départ à la retraite? Non, c'est pas ça du tout. Je comprends votre présentation qui s'efforce d'être simple, mais il faut se méfier de ce qui est trop simple, ça devient simpliste. Quand François Fillon dit nous devons, sur 5 ans, et non pas immédiatement comme vous le pensiez tout à l'heure, diminuer de 500 000 les effectifs de la fonction publique. Ça passe par une diminution, effectivement, du nombre de fonctionnaires, mais ça passe plus généralement par une diminution, à côté du nombre de ceux qu'on appelle strictement des fonctionnaires, de tous les agents qui exercent dans la fonction publique, ou dans les collectivités publiques. Y compris, non, mais c'est ça qui est le sujet. Ce que vous oubliez de dire, et que je vais vous rappeler... La fonction publique territoriale. Non, on va y revenir, mais laissez-moi finir. Ce que vous oubliez de dire, et que vous n'ignorez pas pourtant, c'est que... Et ça fait différence. Au même moment où il annonce cela, François Fillon dit qu'il va faire passer l'horaire hebdomadaire de travail des fonctionnaires de 35 à 39 heures, payé 37. Payé 37. Mais alors l'économie, elle sera de combien au final ? Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. On peut très bien contester cela. Par contre, il y a une logique interne, une cohérence interne au propos. Quand vous passez de 35 à 39, automatiquement, vous augmentez le volume global effectué par des agents qui seront moins nombreux, et vous n'êtes pas amené à supprimer des postes, donc à diminuer le service aux administrés. Et oui, mais si vous les payez à 37 heures, vous ne réalisez pas l'économie escomptée non plus. Vous en réalisez une partie, et vous ouvrez des champs entiers. Vous ouvrez des champs entiers d'amélioration des carrières, alors que depuis un certain nombre d'années, les fonctionnaires souffrent de carrières bloquées, de salaires bloqués et de perspectives supprimées. C'est un pari sur une nouvelle donne dans la fonction publique et plus généralement dans la sphère publique. Et vous évoquez les collectivités territoriales. François Fillon a été le premier à dire encore très clairement hier que bien évidemment, nous n'avons pas la main quand on est au gouvernement sur la fonction publique territoriale ou sur la fonction publique hospitalière, mais il y a un mouvement de fond qui consiste, à l'inverse de ce qu'ont fait les socialistes sous Jospin, à dire qu'il vaut mieux avoir moins de fonctionnaires, mieux payés et mieux mobilisés par les possibilités d'évolution de carrière sur leur mission, que beaucoup de fonctionnaires démobilisés, sous-payés et précarisés. C'est un pari et il ne doit pas être traité à la légère comme, malheureusement, par simplisme, on a tendance à le faire. Patrick Martin-Génier, c'est
efficace et est-ce que c'est faisable, tout simplement? Alors, c'est efficace sur le plan électoral, mais moi, j'aimerais bien savoir de quel fonctionnaire on parle, si vous voulez. Parce que on parle de fonctionnaires d'État. L'autre jour, je voulais aller aux impôts. Les impôts étaient bloqués parce qu'on ne pouvait plus rentrer. Il y avait un problème d'effectifs. Alors, on va encore diminuer les effectifs dans l'administration fiscale. Moi, j'ai travaillé avec Raymond Barre à Lyon, à la métropole de Lyon. Et c'était quelqu'un qui savait gérer ses effectifs. Et alors, puisqu'on parle de programme, moi, j'ai lu le programme de M. Fillon et celui de M. Juppé. Chez M. Juppé, j'ai l'impression qu'on veut essayer effectivement d'être un peu plus consensuel, de discuter, de passer par la voie contractuelle. Et chez M. Fillon, par ordonnance quand même. Non, voilà. Et chez M. Fillon, j'ai dit on va imposer, enfin c'est ce que j'ai lu, je peux me tromper, mais on va imposer des économies aux collectivités territoriales via la réduction des dotations financières. C'est ce qui se passe déjà, mais c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Non, mais c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a ce qu'on dit et ce qu'on va faire en réalité, parce qu'il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales, et si vous coupez trop les subsides aux collectivités, ça risque de créer des problèmes juridiques. Alors, lorsque vous allez dans les zones de désertification rurale et que vous n'avez plus le postier, même si c'est devenu un établissement public, le postier ne va plus distribuer les lettres dans les régions reculées. Par exemple, dans la région de l'Ain, que je connais un peu mieux, il va falloir marcher à pied pour aller chercher ses courriers. Il y a certains bus qui vont diminuer. Qu'est-ce qu'on veut réduire? De quelle façon? Et là, c'est le flou le plus total. On part quand même de très haut dans la dépense publique en France. Est-ce que je veux dire, et dans la taille de l'administration. C'est normal que les responsables politiques veuillent réduire les dépenses publiques, mais vous savez, aujourd'hui, les Français n'aiment pas le fonctionnaire, c'est un peu le bouc émissaire. Mais en réalité, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on continue à avoir des services publics, et il faut essayer de faire la synthèse entre tout cela, pour essayer, parce que le fonctionnaire, eh bien, le service public, les Français en ont encore envie, ce qui n'empêchera pas de faire des économies, mais il ne faut pas que ce soit de façon indifférenciée. Oui, mais surtout le problème des fonctionnaires, quels sont ceux qui sont visés? Est-ce que les policiers, dans une période troublée et tragique qu'on vit, est-ce que vous imaginez supprimer... Dans la justice aussi. Voilà, donc il y aura 2 poids 2 mesures. Il y aura des fonctionnaires dont on dira dans le fond, ils foutent rien, il faut qu'ils bossent plus, etc. Et puis les policiers... Se poser également la question de fond qui est celle de qu'est-ce qu'il revient à l'État et plus généralement à la puissance publique de faire, et qu'est-ce que l'État et la puissance publique plus généralement n'ont plus vraiment à faire. Dans le domaine justice, sécurité, donc, le privé défense, qui prend le on est dans le régalien et bien évidemment, il faut que le paquet soit mis là-dessus. C'est la Big Society. Frédéric Lefebvre, c'est juste une question de curseur ou il y a une différence de philosophie dans le projet? Sur la philosophie, je pense que nous sommes parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, cette philosophie, c'est la philosophie que nous avons appliquée, je rappelle, avec 150 000... En réalité, le solde, c'était 150 000 fonctionnaires en moins. Oui, le 1 sur 2. Sur le quinquennat. Mais on vous l'a beaucoup reproché dans la police. Non, mais c'est pour ça que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, il y a une grande différence, puisque François Fillon dit très honnêtement, moi, je ne veux pas embaucher de policiers nouveaux, je veux réorganiser les choses. Absolument. Alain Juppé dit, je veux embaucher 10 000 policiers de plus. Les magistrats, on est sous-équipés en magistrats par rapport à tous les autres pays européens. C'est dans l'éducation nationale que vous faudra évidemment embaucher. Non mais, pardon, je suis en train de vous expliquer que justement, autant le chemin sur 5 ans de 250 000 me paraît raisonnable, autant le chemin sur 5 ans de 500 000 me paraît... Disons, pour être aimable, vous avez baissé de 50 000. Mais ces chiffres, 250 à 300 depuis 200 le départ. Vous savez, vous faites moins 250 000 sans augmenter les horaires, c'est exactement pareil que moins 500 000 en augmentant les horaires. De quel fonctionnaire on parle? Je termine juste, parce que, Lefebvre. cher Guy, nous augmentons aussi le temps de travail globalement à dans combien? le pays. Sauf qu'on est dans 2 voies, ce qui a été rappelé tout à l'heure. Il y a d'un côté la voie de la négociation, de la discussion, de l'autre côté, François Fillon, lui, fixe des obligations. 37 heures au lieu de 35. Mais ce qui est important, 39 heures payées 37. Le nombre de fonctionnaires, ce qui est important, c'est que il faut bien comprendre qu'il y a toute une partie, évidemment, qui va être générée par le non-remplacement de départ à la retraite. Il y a ce qu'on oublie, qui n'a pas été dit par Guy, mais il y pense sûrement comme nous, évidemment, qui est l'âge de la retraite, puisque à partir du moment où on repousse l'âge de la retraite... 65 ans pour François Fillon. Tout à fait. Donc, l'ensemble de ces éléments forment un équilibre. Nous pensons que 500 000, ça n'est pas atteignable. Et l'argument selon lequel les agents publics contractuels, qui sont donc pas les fonctionnaires en tant que tels, peuvent être directement visés, me semble-t-il, à l'épreuve des faits,
c'est quasiment impossible de le mettre en place, puisque la plupart des agents contractuels sont des gens qu'on embauche parce qu'on est en forte tension sur des secteurs où, justement, on n'est pas en situation de mettre des fonctionnaires ou d'embaucher des fonctionnaires. Donc c'est la raison pour laquelle cet objectif de 500 000 ne nous paraît pas réalisable. Mais sur la philosophie elle-même, on est parfaitement en phase. Et je pense que c'est indispensable pour le pays. La gauche aussi était en phase avec vous, parce que la gauche a réduit les effectifs des fonctionnaires également. Enfin, pardon. Alors ça... Dans le service public, ça, beaucoup se plaignent du manque de et sur la question des fonctionnaires, sur les dotations, moi par exemple, quand j'étais candidat, je faisais la proposition d'une grande réforme qui est le revenu universel. Savez-vous que le maquis social, c'est-à-dire toute la gestion du système social, je ne parle pas de l'argent qui va dans la poche des gens, la gestion, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros de fonctionnaires qui pondent des réglementations, de fonctionnaires qui viennent sanctionner. Vous pensez qu'on a les moyens pour payer un revenu à tout Français aujourd'hui? Attendez, je voudrais terminer sur ce qu'on disait à propos des fonctionnaires. Faisons un tout petit peu d'histoire récente. On note que depuis 20 ans, il y a dans toutes les fonctions publiques 1 million de fonctionnaires en plus. Les 35 heures sont passées par là. Si vous passez de 35 à 39 heures, on ne reviendra pas sur le million, mais envisager de revenir sur la moitié n'est pas si insensé que cela. Oui, mais enfin, les enseignants, par exemple, on sait très bien qu'ils ne sont pas à 35 euros aujourd'hui. Mais oui, non, mais c'est un équivalent 35 heures. Oui, mais c'est aujourd'hui le premier employeur de France et de la fonction publique. Mais il est clair que, en partant toujours de la différence entre les heures devant élèves et les heures qui ne sont pas faites devant élèves, vous parlez à un ancien proviseur de lycée qui connaît un peu le sujet, il y a largement matière à discuter avec le monde de l'éducation et à faire aussi bien... Discuter ou imposer ? Discuter. On peut difficilement faire plus mal que ce qui se passe aujourd'hui avec sans cesse des moyens supplémentaires. Donc, il faut, je crois, avoir de la détermination. On ne peut pas d'un côté dire il y a trop de dépenses publiques et de l'autre côté trouver les bons arguments à chaque étape pour dire on n'y arrivera pas. Il faut qu'on y arrive. Il faut un projet, il faut une ambition, il faut une détermination. Roselyne ? Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que dans le fond, j'ai l'impression que de part et d'autre, il y a peut-être un manque de vision. Est-ce que c'est dans le fond le nombre de fonctionnaires qui est le vrai sujet, plus, moins, pas assez, c'est quand même 2/3 de la dépense de fonctionnement. Non, j'entends bien, mais est-ce que par exemple sur l'éducation, c'est pas plutôt un changement total d'aller voir le fameux pédagogisme qui a tué l'école? C'est pour ça que ça sert à rien de créer 60 000 pôles d'enseignants. Mais moi, je vais vous donner des exemples très concrets. À l'hôpital, par exemple, moi, quand on parle d'aide-soignant, très bien qu'on en embauche. Le problème de l'hôpital en 20 ans, c'est qu'on est passé d'un directeur d'hôpital à un directeur plus 10 directeurs adjoints. Et tout notre système, mais bien sûr, tout notre système ne cesse de grossir. Quand on voit le système français vous m'avez pas laissé finir ma démonstration. Ma démonstration, c'est-à-dire sur l'éducation, l'exemple, c'est de ne pas revoir le système. Aujourd'hui, l'illettrisme, les enfants qui rentrent en sixième qui ne savent pas lire, on est régulièrement dans les classements PISA dernier de la classe, c'est le cas de le dire, et je trouve qu'il y a une vision comptable des choses qui n'est pas réellement, dans le fond, c'est pas ça qu'il faut changer. Pour être honnête, dans les deux projets sur l'éducation, c'est ce que fait Macron. Dans les deux projets sur la révolution de Macron. Dans les deux projets sur l'éducation, que ce soit celui de François Fillon ou celui d'Alain Juppé, il faut regarder le projet sur l'éducation. Là, on parle d'une autre question qui est de savoir la masse on va pas ouvrir tous les dossiers publique. On va pas ouvrir tous les dossiers. Patrick Martin-Génier. Oui, il faut aussi aller voir dans nos voisins européens ce qui se passe. Bon, il y a certains pays, il n'y a plus de statut de la fonction publique. Il y a beaucoup de contractuels. Il y a une augmentation de la contractualisation en France. Le problème, il est peut-être ailleurs. Il est aussi celui de la compétitivité des entreprises, de la fiscalité sur les entreprises. Et je crois que les deux candidats ont quand même des projets là-dessus. Est-ce que tout se concentrer sur les fonctionnaires, est-ce que c'est vraiment le débat de fond qu'on fasse des économies? Je suis absolument d'accord. Mais il y a aussi la compétitivité des entreprises, l'imposition. Mais la compétitivité, les charges, et n'est pas liée. Les charges qui pèsent sur les acteurs. C'est le drame de la France. Mais c'est pas en laissant sur des fonctionnaires. Le drame de la France, c'est que le système. Non, on va pas tous parler en même temps. Mais bien sûr, beaucoup mieux intervenir de manière intelligente en soutien. Il faut notamment, par exemple, en matière de santé, arrêter en permanence ce sont toujours les médecins ou les patients, au lieu que ce soit le système qu'on fasse maigrir. On l'a fait maigrir. Il y a des vous plaisantez. Il y a des plateaux. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est toujours les médecins qui trinquent ou les patients.
Ouais. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le système de gestion, celui qui ne cesse de grossir, y compris dans notre fonction publique. Vous le savez parfaitement. À chaque fois qu'il y a un fonctionnaire, et notamment un haut fonctionnaire, qui se retrouve dans des inspections, enfin tout ça, c'est spécifique à la France. Ça n'existe dans aucun autre pays. Frédéric Regardez Lefebvre, le travail qu'a fait le Canada. Est-ce qu'on a besoin de mettre en 80. œuvre tout simplement ces réformes quand on voit que finalement le chômage baisse déjà en France? C'était le cas ce mois-ci, c'était le cas pour le mois d'octobre, c'était le mois pour le deuxième mois d'affilée. Écoutez, on ne peut pas dire ça en souriant quand on sait. Quand on sait ce que vivent nos compatriotes. On réélit M. Hollande et on attend 25 ans que le chômage baisse réellement. Non, ce n'est pas extrêmement sérieux tout cela. Pour vous, la baisse du chômage n'est pas une réalité, cette baisse de 100 000 demandeurs d'emploi depuis le début de l'année? Il y a une baisse du chômage depuis un an, mais le bilan de M. Hollande est encore plus pénible pour les Français que les difficultés que nous avions rencontrées dans une période qui était complètement différente de 2008 à 2011. Le bilan de M. Hollande, c'est plus 1 million de chômeurs en moins de 5 ans. Et ça, c'est accablant. La droite, ça a été 500 000 sous Et tant mieux qu'il y en ait 100 000 de moins. Avec la crise financière qui était un choc beaucoup plus violent que ce que M. Hollande a eu à faire, qui était finalement la queue de comète de la grande crise de 2008. Ne disons pas aujourd'hui que tout va mieux sur le front du chômage. Moi, je suis très content pour les 13 000 chômeurs de moins du mois dernier, mais n'allons pas dire que ça y est, le pari de Hollande est gagné, que la courbe du chômage est inversée. Qu'il y ait moins de chômage. Mais bien sûr, mais je suis très heureux qu'il y ait moins de chômeurs, bien sûr. Mais de là à dire que ça y est, il n'y a plus rien à faire, il faut plus se poser de questions, parce que enfin la courbe est inversée, c'est aller un peu vite en besogne. Non, mais on n'a pas dit ça. On arrêtera en tout cas ce débat sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup. Merci. On peut être d'accord de temps en temps. Nous sommes d'accord. Vous allez sans doute. Vous nous mettez d'accord. Non, mais à partir de lundi, vous serez sans doute d'accord derrière votre candidat commun. Du moins, on l'espère pour vous. Merci beaucoup, Guy Geoffroy. Merci également à Frédéric Lefebvre, à Roselyne Febvre et à Patrick Martin-Génier d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans un instant. C'est l'actualité, cette fois vue du net avec Karim Yayaoui. Un œil sur les médias. Bonjour Karim, un œil sur les médias, c'est l'actualité vue du net et évidemment, comment ne pas évoquer ce face-à-face entre Alain Juppé et François Fillon, le seul et unique débat entre les deux finalistes, c'est dans un peu plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure maintenant. Sera-t-il vraiment question de débat d'idées, de projet contre projet, comme l'appelait de ses voeux Alain Juppé lui-même dès dimanche soir? En tout cas, un certain nombre de militants l'espèrent. Le site BuzzFeed est allé à la rencontre d'un certain nombre d'entre eux et leur a demandé quelles mesures ils voulaient voir être prises en priorité. D'un côté, les fillonistes, de l'autre, les juppéistes. Arnaud a 24 ans, il est étudiant. Pour lui, la priorité, c'est réduire les impôts sur les sociétés. De l'autre côté, un juppéiste, Stéphane, 45 ans, entrepreneur. Et c'est un peu les mêmes espoirs. Libérer les entreprises, peut-on lire sur cette pancarte qu'il tient entre les mains, et puis baisser évidemment les taxes et les charges administratives. Jacqueline a 73 ans, elle est retraitée, elle est plutôt filloniste. Pour elle, c'est la lutte contre le terrorisme la priorité, alors que Patrick, 51 ans, patron de boîte de nuit, considère qu'il faut augmenter les effectifs de police et de gendarmerie et rapidement, souligne-t-il. Catherine, 49 ans, travailleuse sociale, lutter contre les inégalités et la pauvreté, alors que Eddy, lui, considère que la priorité, c'est établir une vraie justice sociale. Des thèmes importants dans la bouche de ces militants. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, les idées sont présentes, mais aussi un certain nombre de coups bas, on va le voir. En tout cas, pour ce militant proche de pro-François Fillon, pour lui, il n'y a pas de doute dans cette bataille des projets. Ce sondage le souligne, il a été diffusé sur BFM. Et là, sur BFM TV. Exactement, il montre que pour les sympathisants de droite et du centre, c'est plutôt le projet de François Fillon qui dominerait. Pour ces jeunes démocrates modem qui partagent sur leur compte Twitter leurs opinions, eh bien, il n'y a pas de doute, il y a un projet qui l'emporte haut la main, c'est celui d'Alain Juppé contre les vieux conservatismes, peut-on lire. En tout cas, Alain Juppé, lui, sur son compte Twitter, a souligné que lui voulait vraiment que ça soit un combat d'idées. Je parle de projet, je veux souligner nos différences, mais c'est vrai que depuis le début de la semaine,
les débats ont parfois dévié. Ce rédacteur en chef souligne qu'il lit partout des papiers sur le rapport de Fillon et Juppé au catholicisme. Je me pince, 8 jours avant, il ne parlait que de laïcité. C'est vrai que, comme le souligne le site du Huffington Post, ces derniers jours, on a vu un Alain Juppé insister sur sa culture catholique dans son duel contre François Fillon. Il a eu cette phrase: « Je suis catholique, je suis baptisé, je m'appelle Alain Marie, je n'ai pas changé de religion et je comprends parfaitement le point de vue de mes co-religionnaires. » Alors derrière cette phrase, il y a cette campagne honteuse à l'égard d'Alain Juppé, avec cet article de Libération intitulé « Qui veut la peau d'Ali Juppé ?» Parce que c'est vrai que la twittosphère, ou plutôt la fachosphère, est entrée dans la danse sur les réseaux sociaux en soulignant les accointances supposées d'Alain Juppé avec les frères musulmans. Des détournements particulièrement déplacés ont vu le jour sur les réseaux sociaux déjà depuis un petit moment. Et puis c'est vrai que du côté de Twitter, un certain nombre de comptes proches de l'extrême droite n'ont pas caché leur soutien à François Fillon. Certains soulignent, comme cette journaliste, que parmi les soutiens de François Fillon, on peut retrouver par exemple Émeric Choprade ou Jacques Bompard. En tout cas, il y a un soutien qui a été relayé par les médias, c'est celui de Patrick Buisson qui salue une révolution conservatrice. Et on voit bien que du côté des opposants à François Fillon, on veut pointer du doigt un certain nombre de liens supposés avec l'extrême droite. Et évidemment, c'est la stratégie inverse du côté des opposants à Alain Juppé. Par exemple, ce tweeto souligne que ce compte Twitter, plutôt la gauche avec Juppé, eh bien, le simple fait que ce compte existe devrait nous précipiter à voter Fillon. En tout cas, on espère que ce soir, ce sera plutôt les idées qui s'imposeront plutôt que ce genre de choses qu'on trouve sur les réseaux sociaux. En tout cas, le programme est chargé avec le rôle du président de la République, l'économie, le social, le sociétal ou encore la place de la France dans le monde. Beaucoup de thèmes donc à évoquer. C'est dans ce face-à-face entre François Fillon et Alain Juppé ce soir. Merci à nouveau à nos débatteurs. Merci à vous. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.